Bonjour les amis fidèles et puis bonjour aux nouveaux amis qui ne me connaîtraient pas. Je suis Sylvie Reeves et j'ai écrit un premier livre d'autobiographie « Quand s'élève une âme libre ». Il y a maintenant 2 ans et demi et lors de l'écriture de ce livre, j'avais ajouté une postface parce que je disais, une fois n'est pas coutume, quand on écrit un livre, on doit pouvoir aussi exprimer ses pensées et ça allait bien avec tout l'univers introspectif d'une autobiographie. J'avais besoin d'ouvrir sur le monde à la fin de cet examen à la loupe et je vous invite depuis la semaine dernière à découvrir cette postface de chez moi, Fontevraud-l'Abbaye. Vous voyez, on est bien installé, on est tranquille. C'est pour ça que vous pouvez exprimer vos opinions, évidemment en retour, en toute intimité. Et j'ai vraiment besoin, dans ce monde de tumulte, de me dire qu'on a vraiment quand même des gens qui reconnaissent les valeurs humaines et qui ne cherchent pas de tort aux autres, qui ne veulent que la paix, la joie de vivre avec leurs amis, leur famille, ok? Alors, cette postface aujourd'hui, je la commence justement par ça. En fait, je me suis plu à imaginer si le monde était et de rajouter un adjectif sensé, éducatif, paradisiaque. Ça sera une utopie pour certains, mais je pense qu'on a besoin, et ça c'est une question que je vous pose, un peu d'idéalisme, de défendre nos idéologies, parce qu'on a sombré dans le consumérisme à outrance, et vous voyez où ça nous amène. On retombe à l'ambiance d'il y a 80 ans et ce qu'elle a généré. Donc, si le monde était pacifique, les armées pourraient être désarmées par des actes humanistes. Les hommes savent-ils pourquoi ils font la guerre? Légitimement pour obéir à leur chef et servir leur pays. Arrêter la violence, protéger des populations et des frontières, libérer et faire la paix. Pourtant, comment fait-on la guerre? En tuant, annexant, empoisonnant, jetant des bombes, en brûlant, torturant, aliénant, conquérant. Tout ça explique-t-il les vraies causes des guerres incessantes qui caractérisent la vie humaine depuis son existence? La vie est trop courte pour passer son temps à faire du tort à son prochain. On a le droit de ne pas être d'accord, mais est-ce que cela doit être réglé par le feu? Ceci n'est pas un procès contre les armées, mais résolument contre la guerre. On pourrait attendre de l'évolution de nos civilisations qu'elle ait permis à beaucoup plus de conflits d'être réglés par la diplomatie. Si le monde était clairvoyant, il attacherait plus d'importance à éclairer le sens des choses, de la vie, qu'à la perfection des apparences. On entend souvent dire « les apparences sont trompeuses, l'habit ne fait pas le moine, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. » Tu as vu la tête qu'il a? Ces expressions populaires sont loin d'être dénuées de sens. Avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy et le mariage de ce dernier avec Carla Bruni, on a assisté à beaucoup de débats sur la légitimité d'un tel changement pour un chef de l'État. Vous pensez bien à un ex-top modèle avec un président. Le nombre de sketchs et d'allusions humoristiques à sa Rolex n'a pas caché le fait qu'étaler son côté glamour ne convenait pas à l'investiture politique. Dans d'autres domaines, cet étalage ne dérange pas plus que ça. Paris Hilton ou Victoria Beckham en sont les exemples types. Les apparences font étiqueter le monde, les hommes et les choses, fils à papa, gosse de riche, pauvre plouc, coin paumé, concert nul, costard-cravate. La liste d'expressions vivaces est longue. Et si c'était l'effet miroir qui nous faisait réagir en bloc à une personne ou à une situation, si c'était le reflet de nos interrogations et de nos peurs qui justifiait notre réaction négative ou ironique, comme par hasard,
en situation de catastrophe naturelle ou d'accident, tout le monde fait fi de son statut pour ne faire qu'un et s'en sortir. C'est peut-être le pauvre plouc qui sauvera la vie au costard-cravate, car dans cette situation, chacun est recentré sur le sens de sa vie. Si le monde était prévenant, il serait forcément écologique et défenseur des richesses de la planète. En 50 ans, on a pillé les ressources de la Terre plus que dans tous les siècles précédents. La prise de conscience collective est enclenchée, mais le partage des responsabilités est devenu une urgence face à l'accélération de la détérioration des éléments fondamentaux du climat. Les gouvernements savent qu'ils doivent mettre définitivement en œuvre des actions visant à partager les richesses dans un écosystème équilibrant et équilibré. Il leur a fallu attendre bien longtemps pour que des constructeurs mettent sur le marché des véhicules électriques non polluants et que l'on voit fleurir des sites de covoiturage. Les éoliennes déclenchent encore des hostilités. Nous avons des progrès à faire quand on regarde vers les pays nordiques et que l'on voit des zones d'habitation urbaines complètement aménagées et alimentées par des énergies renouvelables. Le mot sonne juste, nous avons besoin de nous renouveler. L'espèce en voie de disparition, avant même les éléphants et les baleines, c'est peut-être l'homme. Le film 2012 donne une bonne illustration de ce que pourrait être la fin du monde, même si c'est une fiction. Le sommet de Copenhague, Al Gore, Yann Arthus Bertrand sont quant à eux bien ancrés dans la réalité et contribuent activement à informer les humains sur l'état de notre planète. Nicolas Vanier, grand explorateur depuis 30 ans, a fait une expédition de 6 mois en 2013 de la Chine à la Russie, en passant par la Mongolie. Il a témoigné de la détérioration visible de notre écosystème. Il a dit que nos gouvernements ne prennent plus du tout la protection de la planète au sérieux, dans la mesure où aucune décision planétaire n'est prise à ce sujet, laissant à leurs enfants et petits-enfants l'héritage d'un écosystème en perdition. Les sommets écologiques qui se succèdent, ne générant pas l'adhésion de tous, se soldent par des mesures tièdes en demi-teinte, avec des quotas toujours en dessous de ce qui serait salvateur pour la planète. Il est de plus en plus évoqué par des scientifiques indépendants que l'on ne peut pas affirmer qu'il sera toujours possible pour l'homme de continuer à vivre sur la planète à la fin du XXIe siècle, dans la mesure où la température de la planète aura augmenté de plusieurs degrés. Il semblerait que les intérêts commerciaux à court terme occultent ces éléments alarmants à moyen terme. Ce manque de gratitude vis-à-vis de notre terre nourricière n'est pas partagé par les tribus primitives qui assurent leur survie au quotidien avec des besoins rudimentaires sans impact néfaste pour la planète. Or, la pérennité de ces tribus est elle-même menacée par des exploitations commerciales à grande échelle et le modernisme exacerbé, déclinant non seulement l'habitat de nos populations, mais détruisant leur culture collective. Cela arrive aux quatre coins du monde. Jérôme Pasteur, une écrivaine française qui a vécu dans une tribu amazonienne, s'en est fait l'ambassadrice. Grâce à elle, le chef de cette tribu est venu témoigner en France sur plusieurs plateaux de télévision. À l'autre bout du monde, le déracinement des aborigènes dans des parcs a entraîné des problèmes endémiques d'alcoolisme, de drogue et de délinquance. Les documentaires sur les réserves indiennes aux États-Unis nous font oublier les beaux Indiens comme Geronimo et Cochise, avec leurs bandeaux à plumes galopant sur des chevaux sauvages en toute liberté. Les progrès matériels et l'ère du consumérisme semblent nous avoir détachés du lien avec notre terre-mère. Un pays en voie de développement comme la Chine, qui avait un mode de vie ancestral il y a quelques années, exprime clairement le fait que les pays développés en ont bien profité, que maintenant c'est à son tour de le faire. Sciemment, on traque les baleines et les requins, on extermine les éléphants, on surpêche les poissons. Et pourtant, que fera l'homme quand toutes ces ressources auront disparu? Je vous le demande.
Je me le demande depuis longtemps. Nous pouvons lutter à notre niveau en signant des pétitions en ligne. Elles ont du poids. Dès qu'elles recueillent plus de 100 000 voix, les gouvernements sont obligés de les prendre en compte. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ça ne sera pas la semaine prochaine parce que je m'en vais pour des petites vacances et j'en profite pour continuer à écrire mon 3e livre. Donc ce sont des vacances studieuses, on va dire. Et vraiment, si vous aimez ce que je partage, qui est vraiment dans le but de semer la chaleur humaine, l'amitié, l'acceptation des différences, d'exprimer nos idéologies, notre idéologie de paix, d'amour des autres, d'amour des différentes cultures. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux et exprimez vos opinions parce qu'on va s'aimer en partageant avec nos réseaux. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir les amis.